Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chers amis, fidèles téléspectateurs de Canal Algérie. La soirée continue, cette soirée spéciale célébration du 63e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération du 1er novembre 1954 avec des hommages à celles et à ceux qui ont sacrifié leur vie pour propager un message de paix, de fraternité, d'amour, d'égalité aussi entre les hommes et de liberté pour les peuples opprimés. Parmi ces personnes, des citoyens belges, au péril de leur vie, ont aidé les Algériens et le FLN durant la guerre d'indépendance. Ils ont été membres des réseaux porteurs de valises, passeurs de militants et de clandestins, mais également membres du collectif des avocats belges du FLN qui défendaient les Algériens devant les tribunaux français. Quel est leur profil? Quelle est leur histoire? Quelles sont leurs motivations? Les réponses, on les trouvera certainement dans le documentaire Le Front du Nord du journaliste et réalisateur belge Hugues Lepage, que vous allez voir en exclusivité pour la première fois sur votre chaîne Canal Algérie. Dans cette émission, bien sûr, spéciale, je vous invite sans plus tarder, chers amis, à découvrir un extrait de votre documentaire de ce mercredi soir. C'était essentiellement un intellectuel qui, très logiquement, étant algérien, étant en dernière année de médecine à l'ULB, avait mis son intelligence au service du mouvement d'indépendance, mais ce n'était pas le chef du FLN pour la Belgique. Sa mort, son assassinat, a une importance tout à fait considérable pour beaucoup d'entre nous, pour moi en tout cas, parce que nous avons perçu. Et vous voyez d'ailleurs, si vous regardez les images de l'époque, l'enterrement d'Akli Aïssiou, les 2000 personnes qui suivent son corbillard, le fait que pour la première fois dans l'histoire européenne, le drapeau algérien va être publiquement exposé sur son cercueil, c'est un événement extraordinaire, sans que personne n'ose intervenir, sans que personne n'ose critiquer la chose. C'est la première fois que le drapeau de l'Algérie va se trouver exposé dans un endroit public en Europe, la première fois. Et je crois que cet attentat qui, dans l'esprit du SDEC ou je dirais des services spéciaux français, devait faire peur, a eu l'effet tout à fait inverse. Il a bien entendu renforcé notre conviction, renforcé nos liens, et il a amené je dirais, à la cause algérienne, cause du FLN, un renfort considérable. Tous ceux qui se tâtaient, tous ceux qui hésitaient à aller plus loin dans leur travail, eh bien, ils ont, je dirais, levé les barrières et ils ont milité davantage et d'une manière beaucoup plus intense. Donc, je pense que c'est effectivement un moment très important. Et c'était les propos de Maître Serge Moreau, responsable du collectif des avocats belges du FLN, justement qui parlait de cette magnifique marche qui a suivi l'assassinat du militant algérien Akli Aïssiou en Belgique, et des informations inédites, j'allais dire, puisqu'on sait à partir de ces informations que le drapeau algérien a été hissé justement en Belgique. Et bien évidemment, avec moi ce soir pour en parler de ce magnifique travail documentaire essentiel et utile pour la transmission de l'histoire pour les deux pays, le réalisateur Hugues Lepage, présent en Algérie. Merci d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de Canal Algérie. Avec plaisir. Peut-être, avant de commencer notre débat, moi j'ai envie juste de vous poser une question très simple. Qu'est-ce que ça vous fait d'être en Algérie en 2017, sachant que le travail que vous avez effectué date déjà de 25 ans? Oui, vous savez, pour moi, c'est une sorte de redécouverte, ou même peut-être de renaissance du film, parce qu'effectivement, il était réalisé en 1992. Il a circulé pendant un certain nombre d'années, mais il a été diffusé sur d'autres chaînes aussi. Et puis, il y a eu une sorte de silence. On n'en a plus beaucoup parlé. Et c'est maintenant, grâce à cette initiative, du colloque qui a lieu à l'initiative de l'ambassade de Belgique en Algérie sur ce front du Nord, que le film ressort. Et que grâce à la presse algérienne, grâce à vous, grâce à la télévision, grâce à Canal Algérie, grâce à des émissions de radio, il revient à la surface et au fond, il continue sa vie. Il a une deuxième vie, je dirais, et il confirme, je pense, la nécessité qu'il y avait de faire le film. C'est-à-dire de faire connaître un épisode historique totalement méconnu, des deux côtés de la Méditerranée. C'est vrai pour la Belgique, où personne, ou très peu de monde, avant le film,
avait eu connaissance de cet épisode, et même encore aujourd'hui, il reste très largement sous-estimé ou oublié, et je pense que du côté algérien, ce n'est pas différent. Oui, exactement. Alors, quand on parle de la guerre de libération nationale de 1954, on parle de la question algérienne qui a suscité beaucoup d'intérêt, de sympathie à travers le monde, parce qu'on voyait un peuple opprimé depuis des années, des décennies, même des centaines d'années. On parle d'une colonisation qui a trop duré à partir de 1830, avec des méthodes, comme vous le savez, parfois barbares, sauvages, des exécutions sommaires, des arrestations, des assassinats. Et la torture, qui a joué certainement un rôle dans l'éveil des consciences des populations européennes. Je pense que le fait même que la torture ait été dénoncée, d'abord par une minorité de Français d'ailleurs, François Mauriac, le grand écrivain, qui est le premier à parler de torture très tôt, et puis Henri Alleg, la question, tout cela a certainement contribué à élargir, je veux dire, la base de ceux qui voulaient se battre aux côtés des Algériens et qui s'étaient prononcés en faveur de l'indépendance. Alors, en 1954, au lendemain du déclenchement de cette glorieuse révolution, vous aviez que 8 ans. Oui. À 16 ans, l'Algérie a provoqué en vous, comme vous me l'avez dit en off, un éveil politique. Oui. Et à travers cette expérience, on a envie de savoir comment, justement, la révolution algérienne a impacté des êtres humains qui n'ont rien à voir avec le territoire algérien, qui sont parfois très loin. Expliquez-nous, c'est quoi, qu'est-ce qui vous a réellement interpellé ? Écoutez, d'abord, je pense que j'appartenais à une génération, celle qui avait 16 ans, effectivement, en 1962, qui était extrêmement politisée, qui après s'est battue contre la guerre au Vietnam, qui s'est battue en faveur du peuple palestinien, qui s'est battue dans des mouvements sociaux comme mai 60, politiques et sociaux comme mai 68, et qui ont continué encore. Mais c'est vrai que pour moi, la guerre d'Algérie a été probablement l'élément qui m'a fait prendre conscience politiquement d'un certain nombre de choses qui n'allaient pas dans ce monde. Et j'ai été aidé en cela par un personnage qu'on va voir dans le film, Pierre Legrève, qui était un enseignant, et que j'ai eu moi comme enseignant, comme professeur de morale laïque au lycée. Et c'était un homme qui nous a véritablement fait comprendre ce qui se passait en Algérie, qui nous a éveillés à la conscience politique et qui a joué ce rôle d'éveilleur de conscience qui était extraordinairement important. Maintenant, entre 1962 et 1992, le moment où je fais le film, il se passe beaucoup de choses, évidemment, qui expliquent aussi pourquoi j'ai décidé de faire ce film. Moi, j'ai été pendant les 20 années suivantes plutôt journaliste. C'est à partir de la fin des années 90 que je me suis tourné vers le documentaire, avec cette possibilité d'aller plus au fond des choses, d'échapper à l'immédiateté, de creuser un peu. Et je pense, vous savez, il y a un très grand cinéaste documentariste chilien qui s'appelle Patricio Guzmán et qui a filmé toute la lutte du peuple chilien en faveur de l'unité populaire et puis de la résistance du peuple chilien contre Pinochet, qui disait, et qui dit toujours d'ailleurs, qu'un pays sans documentaire est un pays sans mémoire. Donc, d'une façon presque naturelle, si vous voulez, je pensais qu'à un moment, cette question méconnue devait faire l'objet d'un documentaire. Et en plus, ce qui m'a aidé, c'est que je connaissais depuis plusieurs années un certain nombre des protagonistes. Je ne connaissais pas le rôle exact. Je savais qu'ils avaient fait des choses, mais ils ne m'avaient jamais raconté dans le détail ce qu'ils avaient fait, pourquoi et comment. Mais je les connaissais, c'était des amis, je dirais, sur le plan amical, affectif, mais aussi sur le plan politique et militant. Et c'est à partir du moment où j'ai discuté avec eux et qu'ils ont accepté de témoigner et de dire pour la première fois ce qu'ils avaient fait dans les détails, que je me suis dit qu'il y avait là la possibilité de faire un film, d'autant que du côté algérien, là aussi, il y a des hommes qui ont décidé de pouvoir me parler et d'expliquer à Bruxelles même, sur les lieux même, ce qui se passait. Alors, quel a été votre sentiment, franchement, de savoir que votre film documentaire allait être projeté dans un colloque qui réunit justement les deux pays, les responsables des pays, la jeunesse, les universitaires, les journalistes, bien évidemment, les citoyens, et votre travail devient une référence parce que il contribue à l'écriture de l'histoire de la Belgique. C'est une séquence, comme je le disais, très très importante. Est-ce qu'aujourd'hui, 25 ans après, vous avez ce constat positif, j'allais dire, sur la valeur de ce que vous avez fait en 92 avec les acteurs réels qui commencent malheureusement à partir, je pense. Oui, la plupart de ceux qu'on verra sont hélas disparus. Écoutez, c'est une très grande satisfaction personnelle de savoir qu'on a fait quelque chose qui sert encore aujourd'hui à faire connaître un épisode
période historique aussi méconnue. C'est une certaine surprise aussi parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel mouvement, un tel accueil pour ce film. Et donc il y a à la fois de la surprise, de l'émotion et une réelle satisfaction de la reconnaissance d'un travail qui a été effectué. Oui. Alors, ça va donner naissance, bien évidemment, à un livre. Parlez-nous. Oui. C'est très important aussi, la littérature. Sur notre support, il s'agit d'un livre. Un livre, c'est-à-dire à l'époque, le film s'est fait parallèlement à l'écriture du livre. J'ai travaillé avec un co-auteur qui a été déterminant dans les recherches, hélas lui aussi disparu aujourd'hui, qui s'appelle Jean Deneux. Et nous avons ensemble construit ce livre qui porte le même titre que le film, Le Front du Nord des Belges dans la guerre d'Algérie. Évidemment, dans un livre de 300 pages, on entre plus dans les détails, d'autres personnages interviennent. Il y a une enquête qui est beaucoup plus fouillée que ne peut le faire un film d'une heure. C'est tout à fait normal. Mais les démarches sont parallèles. Elles se font ensemble, simultanément. Oui. Et donc, c'est un travail qui débouche à la fois sur l'écriture et sur le cinéma. Alors, pour expliquer un petit peu, pour revenir vers le contexte historique, parce que les téléspectateurs vont devoir revenir vers ce contexte-là, la Belgique a une tradition d'être une terre qui accueille les militants, parce que on parle déjà en 1927, Missa El Hadj a pris part dans un congrès international anticolonialiste en Belgique. Oui. Bien évidemment, le 1er novembre, une rencontre du mouvement du triomphe des libertés démocratiques, le MTLD, bien évidemment, qui a bien sûr organisé une réunion. Il y a Jean-Paul Sartre qui vient en 1962 à la veille, juste de l'indépendance, pour faire une conférence. Et puis l'engagement est devenu ferme et direct, bien sûr, avec ces réseaux de soutien. On appelle les réseaux de soutien notamment ceux de Johnson, de Curiel, et puis bien sûr le réseau appelé réseau Alex, en référence bien sûr à Luc Sommerhausen, qui est décédé aujourd'hui avec sa femme. Ça devient une affaire de peuple, malgré la position politique officielle de la Belgique, qui était pour la colonisation un petit peu française. Bien sûr, d'abord parce que la Belgique était elle-même une puissance coloniale, enfin elle l'avait été jusqu'en 1960 avec le Congo, et puis il y avait un alignement quasi systématique de la politique officielle belge sur les positions françaises. Maintenant, il faut tout de même dire que je pense que ces hommes et ces femmes qui ont pris des risques et qui ont fait ce travail remarquable sont quand même des minorités. Il faut bien le dire, c'est une minorité. Et parfois même, ce sont des minorités dans la minorité. Il y a là aussi une caractéristique très importante qu'il faut connaître, c'est que ces gens viennent d'horizons extrêmement différents. Il y a des syndicalistes, il y a des intellectuels, il y a des professeurs d'université, il y a des militants ouvriers, il y a des prêtres. Je veux dire, c'est extrêmement varié. Et aussi leur origine philosophique. Il y a des protestants, il y a des catholiques, il y a des laïcs, des francs-maçons. La minorité juive joue un rôle extrêmement important. C'est une minorité juive qui se bat déjà à l'intérieur de sa propre communauté en se battant parallèlement en faveur du peuple palestinien. Et ça joue un rôle, je pense, ça donne aussi une image qui indique le côté très singulier de ces minorités. Alors, vous avez raison. Vous avez dit le gouvernement belge, lui, avait une politique totalement alignée sur la France. Mais voilà, des Belges se sont levés. C'est ce qui rend l'engagement de ces personnes-là très difficile. Oui, très difficile. C'est dangereux. Très difficile. C'est au détriment de leur sécurité, de leur vie parfois. Ils disent tous que ce sont des hommes et des femmes extrêmement modestes et discrets. Vous savez, il y en a un d'entre eux qui disait les résistants. Il y a d'ailleurs une filiation pour les plus âgés d'entre eux très claire entre la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale contre les nazis et la résistance du peuple algérien contre le colonialisme et pour sa libération. Et pour eux, il y a une filiation directe. C'est le même combat qui, d'une certaine manière, c'est le même combat qui continue. Mais certains d'entre eux me disaient, vous savez, nous étions des résistants, effectivement, mais les résistants, ça sort de l'ombre pour faire exécuter sa mission, et quand le travail est réalisé, il rentre dans l'ombre. C'est pour ça que ça a été très peu connu. Ils en ont très peu parlé. Ce ne sont pas des gens qui ont constitué des associations d'anciens combattants, qui ont réclamé des honneurs, une reconnaissance, pas du tout. Pour eux, c'était tout à fait naturel et normal d'être du côté d'un peuple qui voulait tout simplement sa liberté, son indépendance. Totalement, c'est une question pour eux de valeur. La liberté, l'antiracisme, l'anticolonialisme. Si c'était à refaire, ils l'auraient certainement refait. Sans aucun doute. Vous savez, sur les quelques dizaines, quelques centaines de personnes qui ont été impliquées très directement dans cette action, vous l'avez évoqué tout à l'heure,
passer des frontières avec des hommes, héberger des clandestins, offrir sa maison pour des réunions, la quitter, l'offrir pour de gens qu'on ne connaît pas. Tout ça, c'est un travail qui n'est pas très, très compliqué, qui n'est pas non plus extrêmement simple. Et pour eux, c'était totalement naturel. Et ils disent, oui, nous avons peut-être pris des risques, mais nous prenions beaucoup moins de risques que nos frères algériens que nous aidons, qui, eux, risquaient la mort si nous étions arrêtés. Donc, ils relativisent quand même la prise de risque, même si elle était réelle. Il était réel. Effectivement. Alors, Hugues, moi, ce qui m'a interpellé dans votre documentaire, c'est ces deux aspects, franchement. Vous avez eu la chance de faire une reconstitution avec les vrais acteurs de l'histoire. Oui. C'est-à-dire c'est eux-mêmes qui étaient impliqués dans ces réseaux de passeurs, d'Algériens, de militants. Et le deuxième, c'est que dans votre documentaire, on a des informations nouvelles, méconnues, celle de l'engagement justement de Luc Sommerhausen, justement, qui était, c'est incroyable, le fils d'un haut responsable en Belgique. Oui, le fils du président du Conseil d'État. Conseil d'État, et qui utilisait la voiture officielle de l'État pour passer des militants du FLN. Mais le fait est là, c'est que Luc Sommerhausen, que je connaissais très bien, qui était un ami, utilisait très discrètement la voiture de son père pour passer des frères algériens, aller les chercher, les conduire de Bruxelles à Cologne, faire passer la frontière française. Oui. De même d'ailleurs que le père de Serge Moureau, responsable du collectif des avocats, était lui ministre de l'instruction publique. Oui. Et il a aussi utilisé la voiture de son père de ministre pour faire ses passages clandestins. Ça indique, c'est peut-être là une sorte de caractéristique un peu particulière de la société belge, si vous voulez, où il y a à la fois quelque chose qui est extrêmement traditionnel, parce que vous savez, le père ministre et le père du président du Conseil d'État, ils ne savaient pas exactement ce qui se passait avec leur voiture, mais ils savaient bien que ce n'était pas pour aller jouer le joli cœur quelque part en province, en Belgique. Pas du tout. Non. Ils savaient, ils soupçonnaient. Alors, en tout cas, ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire. Voilà, je dirais ça. Et ça, c'est sans doute une caractéristique de cette société belge, où les gens sont assez proches. Même quand il y a des divergences politiques, il y a une sorte de complicité qui peut exister et qui a permis ce genre de situation tout à fait inédite, incroyable, qui n'aurait pas pu se produire ailleurs, je pense, qu'en Belgique. Deuxième point, c'est justement ces déclarations de Serge Moureau concernant l'assassinat de Ekli, le militant Ekli Assou. Oui. Et là, pour les Algériens, moi, quand j'ai vu dans le doc que l'emblème algérien a été hissé justement dans une grande artère au niveau de la Belgique, avec 2000 personnes derrière le cercueil de ce militant intellectuel qui est venu faire des études, qui est tout simplement un jeune qui aspirait et qui espérait justement à un avenir meilleur. Oui, et qui était responsable des étudiants algériens en Belgique, qui les organisait pour le FLN. Aujourd'hui, peut-être, dans votre documentaire, à travers cette séquence-là, les Algériens, les jeunes Algériens, la famille de ce martyr, de l'autre côté aussi de certains Belges qui ont contribué à cette magnifique marche pour la liberté, grâce à votre travail, vont connaître l'histoire de Ekli. Oui, sans doute, oui. Je pense que c'est un épisode qui, comme bien des autres, n'a pas été mis en évidence. Et même, probablement, a échappé, je dirais, à la vigilance. Bon, les médias étaient, en Belgique, extrêmement alignés sur la position gouvernementale, à part quelques organes de presse minoritaires. Parce que quand je disais tout à l'heure des minorités, ce sont aussi des minorités politiques. Ce sont des socialistes qui sont en rupture de banc avec la position officielle du Parti socialiste, qui s'alignent, elles, sur Guy Mollet. Je veux dire, la SFIO en France, des communistes qui sont aussi, je dirais, presque dissidents. La position du Parti communiste était beaucoup plus modérée. Elle ne souhaitait pas que ces militants s'engagent dans les réseaux. Mais eux l'ont fait, malgré tout. Et ils l'ont fait, d'ailleurs. Les deux seuls Belges qui ont été emprisonnés en raison de leur activité étaient deux militants du Parti communiste belge qui avaient passé des exemplaires de la revue Vérité pour du groupe Janson en France et qui ont passé, ils disent eux-mêmes, ça n'avait rien à voir avec les risques que prenaient les Algériens. Ils ont passé 6 mois ou 5-6 mois en prison. Mais voilà, ce sont les seuls qui ont... Alors, il y a eu d'autres.
il y a eu des victimes. Il y a quand même eu en tout cas une victime. Il y a eu, vers la fin de la guerre, des attentats attribués à ce qu'on appelait la main rouge, mais dont on sait aujourd'hui que c'était en fait tout simplement les services français qui étaient là, qui se tenaient une identité pour cacher l'origine exacte. Mais il y a eu 2 attentats. Un à Liège, le professeur Laperche, placé dans un livre, et qui lui a ouvert le livre et qui est mort. L'explosion l'a tué. Un autre, le professeur Legrève, dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait été mon enseignant et qui a contribué à ce que ce film existe d'une certaine manière. Si vous voulez, lui, il s'est méfié. Et il a appelé la police. Et finalement, c'était aussi... C'était piégé, mais voilà, la bombe, là, dans ce cas-là, n'a pas explosé. Donc là, il y avait quand même une vraie prise de risque, oui. Un documentaire plein d'émotions, parce que vous allez contacter les acteurs réels, à l'instar, bien sûr, de Boudaoud. Oui, bien entendu. Grand responsable, grand leader. Oui. Ali Haroun. Et puis je pense aussi à M. Luc et à sa femme, bien sûr. Et vous les ramenez sur des lieux qui rappellent des moments forts, parfois des moments de peur, de détresse, d'adrénaline, j'allais dire, par peur d'être capturé, par peur d'être débusqué. Vous avez vécu avec eux ce retour vers le passé difficile, du combat, du militantisme, de l'anticolonialisme. Comment avez-vous vécu ce moment? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Écoutez, qu'est-ce que vous avez vu? Il y avait 2 raisons pour lesquelles vous avez parlé d'une reconstitution, effectivement, du passage de frontière où Luc Somoroz et Micheline Créteur convoient un jeune Algérien qui doit passer en France, qui est censé être, qui était dans la réalité, mais qui lui est un ami figurant. Mais eux, les deux acteurs, ce sont ceux qui ont passé réellement à plusieurs reprises à la frontière. Et je pense, si vous voulez, qu'il y avait 2 raisons pour ça. Une raison qui est une raison, je dirais, cinématographique, c'est-à-dire que je pense que ce qui est une reconstitution, mais en même temps, comme vous l'avez souligné, avec les personnages réels, donne un effet tout à fait plus saisissant qu'une reconstitution avec des comédiens. Et d'autre part, moi, je pensais, et ça s'est évidemment vérifié, que les remettre, eux, dans la situation qu'ils avaient vécue 25 ans auparavant, allait provoquer chez eux une émotion et qu'ils livreraient sans doute leur message avec une force et une conviction plus forte que si je les interrogeais dans un local neutre, un bureau, chez eux, etc., où je vais aussi. Mais les faire revivre sur les lieux mêmes. Et de même, c'est vrai aussi pour Ali Haroun, on revient, et Omar Bonhof... Vers cet immeuble-là qui on revient dans l'immeuble où ils allaient voir Serge Moureau, le collectif des avocats. On se rend compte que cet immeuble était très important pour eux parce que il y avait plusieurs sorties possibles. Donc, en cas d'arrivée de la police... Il fallait une sortie de secours. Il y avait même 2 sorties de secours. Donc, et eux aussi, je dirais que se retrouver là, entre ces murs, dans cette cour, dans ce quartier de Bruxelles, ça a réveillé chez eux une mémoire qui, à ce moment-là, est encore plus vive, certainement, plus forte, et qui s'exprime, évidemment, à travers le film. L'aventure continue avec vous, parce que l'émotion qu'a suscité votre documentaire reste dans la durée, puisqu'en 2017, durant le colloque, on voit une soutane qui arrive. Ah oui. Et ça, qui a servi justement au camouflage de Moumaza. Oui. Militant pour la cause algérienne, combattant, grand responsable du FLN. C'est une histoire assez extraordinaire. Ça, expliquez-le, parce que... Vous le verrez dans le film. Oui, mais en résumé, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'un des responsables des réseaux, Jean Van Lier, d'un militant pacifiste, antimilitariste, reçoit un soir à Bruxelles, chez lui, la visite d'une des responsables du réseau Curiel, Joyce Blow, qui lui dit « Tu dois me trouver une soutane. J'ai à piloter, à ramener en France, un militant, les frontières sont bouclées, c'est après les manifestations de 61 à Paris, les CRS sont partout, il ne passera que si on peut le déguiser en curé. » Et mon ami Jean, parce que c'était aussi un ami, je lui ai d'ailleurs consacré un film, à lui en particulier, après, mon ami Jean dit « Mais attendez, moi, je n'ai pas de soutane, je reviens demain ou après-demain. » Elle dit « Non, Jean, j'en ai besoin dans 10 minutes. » Et là, il pense à le curé de sa paroisse qu'il va trouver et qui accepte de donner sa soutane.
Et voilà le militant qui part et qui peut gagner Paris, sain et sauf, grâce à cette soutane, qui aura encore une histoire, parce que tous les militants, une partie des militants qui viennent pour le 2e anniversaire, je pense, non, qui viennent pour le 25e anniversaire de l'indépendance algérienne, en parlent dans l'avion et ils découvrent que c'est Serge Moreau qui avait récupéré cette soutane. Et puis surtout, Boumaza dit, mais c'est moi qui ai utilisé cette soutane, et il tombe dans les bras de Jean Van Lierde, évidemment, qui ne savait pas qu'il avait contribué à ça. Il savait que c'était un militant important, mais il ne savait pas que c'était Boumaza. Pour cela, ce travail-là de mémoire, hein, d'abord toute l'équipe de Canal Algérie, de cette émission spéciale, de la part de la direction de la télévision algérienne, on vous remercie, vous, pour tout ce travail de mémoire essentiel, encore une fois, utile pour les générations des deux pays, voire même de tout le monde, hein, parce que c'est important de ne plus tomber dans des scénarios ou des scénarios de colonialisme, de fascisme, de racisme aussi, d'apartheid. Des remerciements aussi à votre ambassadeur présent en Algérie, Monsieur Pierre Guéant, qui a fait cette jolie initiative avec Ali Haroun, avec tous les acteurs de cette magnifique séquence, encore une fois, historique. Je voudrais ajouter une petite chose. C'est que je vous remercie aussi de faire revivre ce film pour les spectateurs algériens. Alors, il y a effectivement le fait qu'on revient sur cet épisode méconnu ou inconnu de l'histoire. Mais il y a aussi, je pense, une valeur contemporaine du film, en tout cas des problèmes et des questions qu'il pose. Je pense qu'aujourd'hui, où les jeunes, pour de très bonnes raisons, malheureusement, souvent, écartent la politique, s'en éloignent, parce que les responsables, sous toutes les latitudes, sont parfois trop coupés des réalités, trop coupés de la jeunesse et de ses préoccupations. Eh bien, ils voient que même quand la situation est extrêmement difficile, que le rapport de force est très mauvais, la volonté d'hommes et de femmes d'une minorité de se battre contre l'injustice et les inégalités, elle peut faire avancer l'histoire. Et ça me semble être une leçon qui reste valable pour aujourd'hui. Eh bien, super, bravo pour tout ce que vous faites. Je ne peux pas, chers téléspectateurs, finir cette magnifique émission avec vous. Je la trouve franchement intéressante notre entrevue, sans bien sûr évoquer ce colloque qui a réuni plein de personnes, des militants. Il y a eu des personnes qui sont venues de Belgique, des femmes notamment, à qui on rend hommage ce soir. Il y a eu la présence, bien sûr, de M. Azdin Meoubi, ministre de la Culture, le ministre Kawan Jamel, bien sûr, ministre de la Communication, Taïeb Zitouni, ministre des Moudjahidines. Je veux aussi remercier notre collègue Yessidait Mahiddin, qui a fait toute cette jonction, qui a justement donné naissance à cette émission, pour pouvoir propager votre documentaire. Chers téléspectateurs, je vous dis alors bon doc sur Canal Algérie, avec bien sûr le franc du Nord de notre ami Hugues Lepage, venu de Belgique tout droit pour vous donner ce travail magnifique. Je remercie l'équipe du Studio 2 de la télévision nationale qui nous a soutenus ce soir, à leur tête le réalisateur Nabil Tribesh, la script bien sûr Radia qui travaille assidûment avec nous. Demain, vous allez nous retrouver, chers téléspectateurs, pour un numéro spécial de ciné thématique. Spécial solidarité internationale, parce qu'on ramène justement le fils du grand moudjahed Reimar Holzinger, monsieur Peter Holzinger, qui est venu d'Autriche pour nous parler justement de la solidarité austro-algérienne pendant la guerre de libération. Il y aura bien sûr notre ami et collègue bien sûr Bouzid Ould-Hussein pour son documentaire Saut al-Ahrar, et pour le Bastion 18, au-delà de la souffrance physique, il y aura notre collègue Zoher Bendimred du service de l'information qui nous parlera de ces centres de torture. Alors restez branchés sur Canal Algérie ce mois de novembre pour la célébration de la 63e ou du 63e anniversaire du déclenchement de la révolution, de la glorieuse révolution de novembre 1954. J'y arrive. Bon doc sur Canal Algérie. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci.